Bienvenue à cette exploration des sources. On s'attaque aujourd'hui à un géant, Ibn Khaldoun, un penseur méditerranéen du XIVe siècle, 1332-1406. Oui, et dont l'œuvre principale, la Muqaddimah, elle continue de fasciner. Absolument. Pour donner une idée, l'historien Arnold Toynbee disait qu'il s'agissait de, je cite, sans aucun doute la plus grande œuvre de ce genre jamais créée par aucun esprit, en aucun temps, en aucun lieu. Ouf, rien que ça. C'est une entrée en matière qui force le respect et qui intrigue, forcément. Qu'est-ce qui justifie un tel éloge encore aujourd'hui? C'est précisément la question qu'on va creuser. Notre sujet, c'est cette fameuse Muqaddimah et ce qu'Ibn Khaldoun lui-même appelait sa science nouvelle, une science de l'histoire. D'accord. Et pour cette analyse, on va s'appuyer sur quoi? On a plusieurs textes clés. D'abord, l'introduction très éclairante de Bruce B. Lawrence de 2005. Ah oui, et puis celle, plus ancienne mais fondatrice, du traducteur Franz Rosenthal, de 1958. Exactement. Et bien sûr, on va écouter Ibn Khaldoun lui-même à travers son avant-propos et son introduction à la Muqaddimah. Parfait. Donc la mission, si on peut dire, Comprendre pourquoi ce texte est si important, essayer de décrypter ce qu'il entend par cette science nouvelle, et puis explorer son approche de l'histoire. Une approche critique, novateur, qui va bien au-delà de la simple chronique d'événements, si je comprends bien. c'est tout à fait ça. Alors, pour commencer simple, qui était cet homme, Ibn Khaldoun? Un simple érudit, un peu isolé? Loin de là. C'était un homme d'action autant qu'un penseur. Érudit, oui, mais aussi juriste, faqih, le terme, homme politique aussi, naviguant dans les cours assez agités d'Afrique du Nord, d'Andalousie. Et un grand voyageur, apparemment. Oui, un grand voyageur. Sa vie même est un carrefour d'influence. C'est fascinant. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses origines, son parcours, comment ça a pu façonner sa pensée? Alors, ses ancêtres venaient du Yémen, les Al-Hadrami. Émigré ensuite en Andalousie, puis il y a eu des liens avec les Berbères par mariage, mais c'est surtout le voyage, la rihla, qui structure sa vie. Il en parle beaucoup dans son autobiographie At-Tarif. Il se voyait comme un pont, en quelque sorte. Exactement, un pont entre l'Orient et l'Occident musulman. D'ailleurs, Laurence raconte cette anecdote amusante quand il arrive au Caire, qui était le grand centre intellectuel. Oui, Eh bien, il continue de porter ses vêtements typiques du Maghreb. C'était une façon d'affirmer son identité tout en s'intégrant, bien sûr. une manière de se démarquer, donc. Et intellectuellement, il était juriste de formation, mais pas seulement, c'est ça? C'est ça. Il n'était pas juste un faqih, c'était aussi ce qu'on appelle un adib, un lettré au sens large. Cultivé, sensible à la langue arabe, à la poésie. Passionné par le savoir en général? Voilà. Engagé avec un très large spectre de sciences. Il n'était pas enfermé dans une seule case, loin de là. Et cette polyvalence, elle est clé pour comprendre son œuvre. Cette ouverture d'esprit, cette intelligence, on la retrouve peut-être dans sa rencontre assez incroyable avec Tamerlin? Ah oui, absolument. C'est un épisode célèbre et révélateur. On est en 1401, Damas est assiégée par Tamerlan, Timourlan. Le terrible conquérant. Oui. Et Ibn Khaldoun, qui se trouve dans la ville, il est descendu par-dessus les murailles pour aller parlementer avec lui. Il va passer plusieurs semaines dans son camp. Incroyable. Et il n'a pas juste négocié, il a discuté avec lui. Précisément. Il lui a même exposé sa propre théorie des cycles dynastiques. Il voyait en Tamerlan, ce nomade conquérant, une sorte d'incarnation de cette force issue de la Badawa, capable de renverser les pouvoirs établis. Et il appliquait sa théorie en direct, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Et le portrait qu'il fait de Tamerlan est fascinant. Il le décrit comme, je cite de mémoire, extrêmement intelligent et perspicace, adepte du débat, sur ce qu'il sait et aussi sur ce qu'il ne sait pas. Une curiosité intellectuelle qui devait lui plaire chez Tamerlan? Sans doute. Ça faisait écho à la sienne. Bon, alors venons-en à cette œuvre majeure, la Muqaddimah. On a dit que c'était, au départ, une introduction. C'est ça. Muqaddimah, ça veut dire introduction. C'était conçu comme le livre premier d'une œuvre beaucoup plus vaste, une histoire universelle, le Kitab al-Ibar. Le livre des leçons. C'est ça. Ibar, Oui, livre des leçons ou des exemples. Le titre complet est très long et montre bien l'ambition. Livre des leçons et archives de l'histoire ancienne et récente traitant des événements politiques concernant les Arabes, les non-Arabes et les Berbères, etc. le mot leçon est donc important. Il ne s'agissait pas juste de raconter des histoires. Pas du tout, non. Ibn Khaldoun le dit très clairement. Pour lui, l'histoire a un sens apparent, le zawir. Ça, c'est la chronique des faits, l'info brute, si on veut.
D'accord. Tahlil, les origines. C'est comprendre le comment et le pourquoi des choses qui arrivent. Donc pour lui, l'histoire, c'est presque une branche de la philosophie? Il le dit, fermement enraciné dans la philosophie. Ça demande une analyse rationnelle des phénomènes sociaux. Et pour mener cette analyse, il a dû forger des outils, des concepts. Le premier, peut-être le plus central, c'est le Omran. Amran. Oui, c'est vraiment le terme clé. Difficile à traduire parfaitement. Rosenthal propose civilisation, culture, organisation sociale humaine. C'est l'objet même de sa science, en fait. Exactement. Étudier la société humaine. Comment elle s'organise, ses lois de fonctionnement, comment elle naît, se développe, et puis comment elle décline aussi. Et il voit cette civilisation, cet Amran, sous deux formes principales qui s'opposent mais qui interagissent aussi, Badawa et Hadara. C'est quoi ça? C'est une distinction fondamentale. Badawa, c'est la vie du désert, la vie nomade ou rurale primitive, caractérisée par la simplicité, une certaine rudesse, mais aussi, et c'est crucial, une très forte cohésion de groupe. Et Hadara, c'est l'inverse? C'est la vie sédentaire, la vie urbaine, la civilisation au sens où l'entend souvent. Développement des arts, des sciences, du luxe, mais aussi, potentiellement, la corruption, l'affaiblissement des liens sociaux. Et l'histoire, pour lui, c'est le jeu entre ces deux pôles? En grande partie, oui. C'est l'histoire de cette tension constante et du passage de la Badawa à la Hadara. D'accord. Et qu'est-ce qui permet à un groupe de passer de l'un à l'autre? De prendre le pouvoir, de fonder une dynastie? C'est là qu'intervient son concept le plus célèbre, non? Asabiyya. Exactement. Asabiyya. C'est le nerf de la guerre, si j'ose dire. Rosenthal traduit ça par sentiment de groupe, esprit de corps, cohésion sociale. C'est ce qui soude un groupe. Voilà. C'est la force qui unit une famille, une tribu, un peuple. Ça peut être basé sur les liens du sang, mais aussi sur des objectifs communs. Et c'est cette Asabiyya, qui est particulièrement forte chez les peuples de la Badawa, qui leur donne l'avantage militaire et politique pour fonder des dynasties, ce qu'il appelle Daoula. Donc ce n'est pas juste un concept sociologique abstrait, c'est le moteur de l'histoire politique. C'est ça qui est si nouveau. Force et familier. Absolument. Il donne une clé d'analyse dynamique. Une Asabiyya forte permet la conquête, la fondation d'un État. Mais ensuite, Ensuite, une fois que le groupe est au pouvoir, installé dans la Hadara, dans la vie urbaine avec le luxe, etc., eh bien cette Asabiyya, elle s'érode, inévitablement au fil des générations. et donc le pouvoir s'affaiblit. Oui, il devient vulnérable à l'attaque d'un nouveau groupe venu d'ailleurs, avec une Asabiyya plus fraîche, plus forte. Et le cycle recommence. C'est fascinant comme modèle. Et la religion dans tout ça? Elle joue quel rôle par rapport à l'Asabiyya? Elle la renforce, elle l'affaiblit? Ah, la religion peut la transformer radicalement. Elle peut créer une Asabiyya différente et parfois encore plus puissante. Une cohésion qui dépasse les liens du sang, qui unit les croyants autour d'une foi, d'un projet commun. Elle peut canaliser cette force? Elle canalise, elle discipline la force brute de l'Asabiyya tribale. D'ailleurs, on peut voir le concept juridique d'Ijima, le consensus de la communauté, comme une forme d'Asabiyya fondée sur la religion. Très intéressant. Dans sa description de la civilisation, il fait aussi une distinction entre les métiers, les sinaat, et les sciences, les ulum. Quelle est l'idée derrière ça? Oui, c'est dans les chapitres 5 et 6. Pour lui, les métiers, l'agriculture, l'artisanat, le commerce, sont fondamentaux. Ce sont des nécessités pour la vie. Ils répondent aux besoins matériels. Et les sciences? Les sciences, philosophie, théologie, maths, etc., elles sont un produit de la Hadara avancée. C'est un luxe en quelque sorte. Elles apparaissent quand la société a atteint un certain niveau de développement, de richesse, de loisirs. Mais il y a un lien quand même. Bien sûr, il y a un lien. Par exemple, l'écriture. Il la considère comme le plus utile des métiers. Et c'est évidemment la base indispensable pour tout développement intellectuel et scientifique. L'un se construit sur l'autre. On voit bien qu'il construit un système d'analyse très cohérent, très structuré. Mais ce qui frappe aussi, quand on le lit, c'est sa critique, parfois très dure, des historiens qui l'ont précédé. Qu'est-ce qu'il leur reproche au juste? Compilateur, d'accepter les récits sans aucun esprit critique, de colporter ce qu'il appelle des commérages mensongers, de se focaliser sur les dynasties, les batailles, sans analyser les fondements sociaux, de ne pas comprendre que les conditions, les mœurs, ça change avec le temps, et au final, de présenter des formes sans substance, des récits vides. Et il va même jusqu'à lister les causes précises de ces erreurs. Oui, tout à fait. Il en identifie plusieurs. La partialité, le fait de prendre parti pour une opinion, une dynastie,
La confiance aveugle dans les transmetteurs de récits, l'ignorance des buts réels derrière les événements, les idées préconçues, les préjugés, la flatterie envers les puissants, bien sûr. C'est assez complet. Mais la cause principale, la plus profonde selon lui, c'est l'ignorance de ce qu'il appelle la nature des diverses conditions survenant dans la civilisation. En gros, ils ne comprennent pas comment fonctionne une société. Point. D'accord. Alors face à ça, quelle est sa méthode à lui? Comment il propose d'éviter ces pièges? Comment il construit sa critique? Sa méthode repose sur 2 piliers, la raison et l'observation du réel. Il dit qu'il faut connaître les principes de la politique, la nature des choses, les différences entre nations, lieux et périodes. Il faut comparer. Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Comparer le présent et le passé. Comprendre les causes des similitudes, mais aussi des différences. Utiliser ce qu'il appelle la philosophie, la spéculation, la perspicacité historique. Et surtout, confronter les récits à un critère de plausibilité. C'est ça. De plausibilité intrinsèque. Il faut que le récit soit conforme aux lois générales qui gouvernent la société humaine, l'hume rang. L'information doit être possible en soi. Il parle d'un étalon, un yardstick, comme dit Rosenthal, pour évaluer l'information historique. Et il n'hésite pas à l'appliquer même à des récits très connus. Par exemple, cette histoire de l'armée de Moïse dans le désert. Ah oui, l'exemple des 600 000 guerriers israélites. Il démonte ce chiffre avec une logique implacable. D'abord, l'argument démographique et logistique. C'est-à-dire? Mais est-ce que l'Égypte et la Syrie de l'époque pouvaient nourrir, contenir une telle masse humaine? Est-ce qu'une telle armée pouvait manœuvrer, combattre dans le désert? Pour lui, c'est juste impossible. Il compare avec l'armée perse, la plus grande puissance connue à l'époque, qui alignait beaucoup moins d'hommes à la bataille d'Al-Qadissia. Et il y a aussi l'argument de la croissance de la population. Oui. Est-ce qu'il est plausible, dit-il, d'atteindre un chiffre pareil en seulement quelques générations depuis Jacob et ses fils? Pour lui, ça contredit les lois naturelles de la démographie. Et il n'hésite pas à remettre en cause la source elle-même, même si c'est un texte sacré. Il soulève la question, avec prudence bien sûr, car il est respectueux des textes. Mais son argument principal, c'est que le récit tel qu'il est rapporté viole la nature des choses possibles. Donc peu importe d'où vient l'information, si elle est intrinsèquement impossible au regard des lois sociales, physiques, observables, eh bien il faut la rejeter, ou au moins la réinterpréter radicalement. C'est une approche très rationnelle. Et il applique cette même logique critique à d'autres récits, comme les expéditions lointaines des rois Touba du Yémen. Exactement, ou la légende de la cité d'Iram aux piliers. Pour les Touba, il pointe les impossibilités géographiques et logistiques. Comment aurait-il pu traverser des empires hostiles, des déserts immenses, sans laisser aucune trace? C'est invraisemblable. Et pour Hiram, cette cité fabuleuse dans le désert d'Aden? Pareil. Il dit aucune preuve archéologique. Et puis cette histoire de piliers Inad, il propose une autre interprétation, beaucoup plus plausible. Ça ne désigne pas des colonnes en or d'un palais, mais plutôt les piliers des tentes, un symbole de la puissance nomade. C'est une lecture basée sur le contexte culturel. Il démonte les mythes, en fait. Et il ne s'arrête pas aux légendes anciennes, il s'attaque aussi à des récits plus récents, comme l'histoire de la chute des Barmécides. Oui, la fameuse histoire romanesque et scandaleuse. Une liaison secrète entre la sœur du calife Haroun al-Rachid, Al-Abbasa, et son vizir tout-puissant, Jafar Barmaki. Et il n'y croit pas. Pas une seconde. Il trouve ça invraisemblable et même insultant pour la dignité des personnages, surtout celle d'Al-Abbasa, descendante du prophète. Pour lui, la vraie raison de la chute brutale des Barmécides est purement politique. Laquelle? Ils étaient devenus trop puissants, ils contrôlaient tout, l'État, les finances. Ça a suscité la jalousie, la méfiance du calife et de l'élite arabe. Haroun al-Rachid a simplement repris le contrôle de manière très brutale. C'est une analyse basée sur les dynamiques de pouvoir, pas sur des ragots. D'accord. Tout cela nous amène à une distinction qui semble vraiment cruciale pour comprendre sa méthode, celle qu'il établit entre Khabar et Hadith. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, c'est absolument fondamental. Le hadith, c'est la tradition prophétique. C'est la base du droit musulman, de la théologie. Sa validité repose essentiellement sur la critique externe, l'étude de la chaîne des transmetteurs, l'isnad. Vérifier qui a rapporté quoi, en gros. C'est ça. C'est ce qu'on appelle ilm al-jarha wa ta'dil, la science de l'évaluation des rapporteurs. Est-ce qu'ils étaient fiables, pieux, bonne mémoire, etc. D'accord. Et le khabar, alors? C'est quoi la différence? Le khabar, c'est le récit historique, l'information factuelle sur un événement passé. Pour le khabar,
dit Ibn Khaldoun, la critique externe, évaluer les sources, les transmetteurs, c'est nécessaire, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut une deuxième étape, cruciale, la critique interne. Il faut examiner le contenu même du récit. Est-ce que ce qui est raconté est conforme, mutabaka, à la nature de la civilisation, Umran? Est-ce que c'est conforme aux lois sociales, économiques, géographiques, psychologiques, telles qu'on peut les observer? Donc le contenu doit être plausible en soi. Possible. Exactement. Un récit peut avoir une chaîne de transmission impeccable, un isnad parfait. Mais si ce qu'il raconte est impossible ou juste hautement improbable au regard du fonctionnement normal du monde, eh bien, Ibn Khaldoun dit qu'il faut le rejeter. C'est ça, sa grande innovation méthodologique pour l'histoire. C'est ça. Il applique à l'histoire un critère de rationalité, de conformité au réel, le wakik, le karij, qui va bien au-delà de la simple acceptation de l'autorité de la tradition ou des anciens rapporteurs. C'est cette exigence de mutabaka, de conformité, qui fonde sa science nouvelle et sa méthode critique. C'est incroyablement moderne comme approche, quand on y pense. Ce qui nous amène tout naturellement à la question, mais pourquoi s'intéresser à Ibn Khaldoun aujourd'hui? Qu'est-ce que ce penseur du XIVe siècle peut bien avoir à nous dire, à nous, au XXIe siècle? Énormément de choses en fait. D'abord, il est reconnu un peu partout comme un précurseur, un pionnier de la sociologie, de l'économie politique, de la philosophie de l'histoire. De l'analyse des civilisations. Oui, ces concepts comme l'asabiyya ou sa théorie des cycles du pouvoir, la daoula, ça reste des outils d'analyse très pertinents pour comprendre les dynamiques sociales et politiques, même aujourd'hui. On pense forcément, oui, aux montées et au déclin des puissances, aux forces de cohésion ou de fragmentation dans nos sociétés actuelles. Tout à fait. Et puis, son insistance sur l'esprit critique face à l'information, c'est d'une actualité, mais alors brûlante. Ah oui! Quand il dénonce les historiens qui compilent sans vérifier, qui colportent des rumeurs, qui acceptent tout sans se poser de questions, comment ne pas faire le lien avec nos défis contemporains, la désinformation, les fake news? Il nous donne une méthode pour trier en quelque sorte. Exactement. Une méthode pour distinguer le plausible de l'invraisemblable, le signal du bruit. C'est précieux. Et il nous met aussi en garde contre l'anachronisme. Ça, c'est important aussi, non? Très important, oui. Il souligne sans cesse que les conditions changent. Taghayyurul ahwal. Les coutumes, les institutions, les mentalités, tout ça évolue. On ne peut pas juger le passé avec nos lunettes d'aujourd'hui sans risquer de faire de gros contresens. Il faut comprendre chaque époque dans son contexte. Voilà, c'est une leçon d'humilité historique, essentielle. Et on trouve même chez lui, c'est assez frappant, des descriptions des effets de la grande peste de son époque. Oui, il a vécu la peste noire, et il y a des pages très fortes dans la Muqaddimah sur l'effondrement démographique, économique, culturel que ça a provoqué. Ça résonne aujourd'hui, forcément. Difficile de ne pas y voir des échos avec la manière dont les pandémies ou d'autres crises globales peuvent bouleverser les civilisations. Donc oui, lire Ibn Khaldoun aujourd'hui, c'est s'équiper. S'équiper d'outils pour penser le changement social, le pouvoir, la critique de l'information, l'histoire. Si on devait résumer un peu notre exploration, Ibn Khaldoun apparaît vraiment comme un penseur unique, à la fois un produit de son temps, bien sûr, mais aussi incroyablement en avance. Oui, et sa Muqaddimah, ce n'est pas juste une introduction, c'est la fondation d'une science nouvelle, comme il dit. Une science de la civilisation, de l'Umran. Une science qui repose sur l'analyse des causes profondes, des structures sociales, avec au cœur des concepts clés comme la sabiliya, la cohésion de groupe. Et surtout, une méthode critique révolutionnaire. Cette exigence de confronter les récits, le krabar, avec la nature même des choses possibles, la mutabaka, se distinguant ainsi de la simple transmission d'autorité, le hadith. C'est cette rigueur intellectuelle, cette volonté de comprendre les lois qui sous-tendent l'histoire humaine qui font toute sa force et qui expliquent sans doute pourquoi on le lit encore et pourquoi on en parle aujourd'hui. Absolument. Et peut-être, pour laisser une question en suspens, Ibn Khaldoun nous a montré que les sociétés suivent des dynamiques, des schémas observables, liés à des facteurs comme la cohésion de groupe, les conditions matérielles, menant à des cycles de croissance et de déclin. Oui. Alors, si on regarde notre monde actuel, avec ses bouleversements, ses crises, ses nouvelles formes de cohésion ou de fragmentation via les réseaux sociaux, l'économie globale, quelles traces des lois khaldouniennes est-ce qu'on pourrait discerner aujourd'hui? Comment son regard sur les cycles historiques et sur le rôle toujours crucial de la sabiyya sous ses formes contemporaines peut-il nous aider à naviguer les incertitudes d'aujourd'hui et de demain?
Voilà une piste de réflexion.